Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le Trèfle Noir microbrasserie, le Trèfle Noir pub. Alors, on fait la différence et on donne des précisions sur tout ça. Et également, on va vous montrer des bières microbrasserie. On va vous parler de tout ça avec mon invité qui est copropriétaire du Trèfle Noir, M. Alexandre Gros. M. Gros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Gros. C'est très gentil à vous. Moi, ça fait longtemps que je veux faire une émission. Ce sont des... Même si je ne suis pas un maniaque de la bière, là, et loin de là, mais j'aime prendre une bonne bière. Okay. Puis, dans les microbrasseries, il me semble, il y a des bières qui ont toutes sortes de goûts. Oui. Oui, la palette de goûts d'une bière peut varier incroyablement. On peut aller chercher des goûts plus fruités, on peut aller chercher des goûts plus amers, on peut aller chercher des goûts plus sucrés. La palette de goûts va du sirop d'érable jusqu'à l'ananas. Ça va vraiment large. Oui, exactement. Ça va vraiment large. Ça parce que vous en avez plusieurs, et puis, mais avant de présenter vos bières, avant de vous poser plusieurs questions, comment on fabrique une telle bière, on parle du Trèfle Noir qui est constitué de deux entreprises complémentaires, soit un pub, oui, puis une microbrasserie. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Ben, on peut, sauf que... Un a aidé l'autre à partir, si on veut. Laquelle qui a aidé l'autre à partir? On a commencé avec le pub, ce qu'on appelle la brasserie artisanale, oui, qui était vraiment oui, la production de bière sur place et vente exclusivement sur place. On a commencé ça en juillet 2009. On a parti le salon de dégustation, ou le pub. Okay. Dans le temps, on brassait seulement sur place. On faisait juste nos produits qui étaient en rotation constante, mais on faisait juste des produits sur place. Ça a aidé à donner le goût aux gens de découvrir les produits, à venir nous voir, à poser des questions, à se faire une clientèle. Puis par la suite, comme je dis, ça a aidé aussi à partir de la microbrasserie qui est venue plus tard. Comment on en vient là? Parce que c'est pas... Et cette question-là, je la pose parce que c'est rare dans un coin comme chez nous, oui, c'est rare on voit ça, des microbrasseries dans les grands centres et tout ça, oui. Puis bravo ce que vous avez fait chez nous en Abitibi-Témiscamingue, bravo et félicitations aussi. Mais comment on en vient là? On se lève pas un bon matin puis on dit peut-être à son chum, « Hey, on part ça aujourd'hui. » On fait de la bière. Non, on en vient là. J'ai une longue histoire avec la bière. Mon père, quand j'étais petit, travaillait chez O'Keeffe. Donc, j'ai été élevé dans les entrepôts de bière. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Mon père était représentant, donc il y avait des gros parties avec la bière en masse. Puis, j'ai tout le temps été baigné dans ce milieu-là jusque dans les années 90 où mon père a changé d'emploi. Par la suite, j'ai découvert la bière en vieillissant aussi là, avec les Unibroue, les McCarson, Boréal. J'ai toujours été plus attiré vers ça que vers la bière commerciale. Puis, quand j'étais à l'université, moi je viens de Victoriaville, mais j'ai fait mon bac à Rouen, à l'UQAT. Puis à l'université, j'avais un ami qui faisait de la bière, donc il m'a montré un peu comment faire. Puis j'ai commencé à faire des tests chez nous, à faire des petits brassins et tests chez nous. C'est une passion qui s'est développée. J'ai fini mon bac, j'ai fait un bac en multimédia. Mais quand j'ai fini mon bac, j'ai fait un cours, une formation dans le fond à Saint-Hyacinthe pour devenir brasseur professionnel, si on veut. C'était le seul cours qui était vraiment reconnu au Québec dans le temps. Puis aussitôt que j'ai fini mon bac, je suis sorti de l'école, puis j'ai été engagé à Montréal chez la brasserie McCarson, donc j'ai travaillé là pendant 3 ans. Ah, OK. Qu'est-ce qui vous a amené ici, à Abitibi-Témiscamingue? C'est un concours de circonstances. J'allais au cégep à Matane dans le temps. Puis l'UQAT offrait le deck back qu'on appelait. Il me coupait 1 an de mon bac si je venais à Rouyn-Noranda parce que les cours techniques étaient crédités. Puis je suis venu faire mon bac, dans le fond, en 2 ans au lieu de 3 à Rouen. Puis j'ai rencontré ma conjointe ici. Donc on repart plus. Hein? On repart plus. On est parti un peu ensemble, mais on est revenu. Est-ce que c'était un peu Robert Charlebois qui a parti le goût, peut-être au Québec, de faire des microbrasseries? Parce que c'est quand même depuis un bout de temps, mais Robert Charlebois y a été pour beaucoup, je trouve. Oui, pour la popularité, je dirais, plus populaire, si on veut. Pour la croissance populaire du mouvement, oui. Charlebois a aidé beaucoup avec Unibroue. Avant ça, il y avait la brasserie McCarson qui a commencé en 89. Ça fait 25 ans cette année là, que le mouvement des microbrasseries existe au Québec.
Il y a eu la brasserie aussi RJ, la brasserie Boréal. Il y avait quatre grosses microbrasseries qui ont parti en même temps. Oui, Charlebois a aidé beaucoup justement pour l'image de la microbrasserie, pour apporter justement avec les bières d'Unibrou une accessibilité un peu plus grande aux produits de microbrasserie. On en voit de plus en plus de ça. Puis, moi, je me souviens très bien qu'il y a peut-être quelques années passées, les gens étaient réticents à ça. Ils disaient, oh, moi, là, j'aime bien mieux mes petites conventionnelles, là, tu sais, là, que je vais chercher là, le vendredi soir, là, puis bon. Puis, moi, je connaissais presque pas ça. C'est mon fils qui m'a initié à ça. Mon fils est un vin goûteur de vin et de bière. Et puis, c'est lui qui m'a initié un petit peu à la microbrasserie. Puis, j'ai découvert de très belles et de bonnes bières dans ça. Au Québec, oui. Au Québec, il se fait des produits exceptionnels. Il y a beaucoup de brasseries, il y a beaucoup de talent au Québec. On est rendu à 133 brasseries, je pense, au Québec, avec les brasseries qui en bouteille et les brasseries pub ensemble. Il y a beaucoup d'innovation au niveau on suit un peu la tendance américaine qui veut qu'on essaie des choses qui n'existent pas, puis on crée quelque chose. Voilà. Au Québec, on est là-dedans aussi beaucoup. On suit, si on veut, le mouvement américain. Il y a beaucoup de développement au Québec qui se fait, puis je pense que c'est loin d'être fini. Vous possédez un salon de dégustation dans votre brasserie? Pas dans la brasserie, c'est deux entités à part. Okay. Le pub a tout le temps été sur la principale à Rouen. Oui, OK. Il est encore là. On a sorti toute la production. On ne fait plus de production sur place. On l'a fait dans une usine. On a vraiment une usine à part dans le quartier industriel, pas loin de Grenada. On a vraiment là une usine pour la production. On dit que lors du lancement du trèfle microbrasserie, c'était en juin 2012. Pour la brasserie, oui. Oui, pour la brasserie. Ouais. Au début, il y avait 3 produits. 4. 4? Okay, 4 produits. Ouais. 4 produits. Ça l'a plus que doublé. Ça a évolué beaucoup. On a commencé on avait un petit système de brassage qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on change au courant des prochains mois. Le petit système qu'on avait dans le pub avant, puis on ne pouvait pas avoir plus de production que ça. On n'était pas capable de fournir plus que 4 produits réguliers. Une fois que le marché s'est stabilisé un peu, on était capable d'aller chercher une 5e bière qui était en rotation, une bière saisonnière, puis quelques brassins spéciaux au travers de ça, mais c'est vraiment à coup d'achat de nouveaux fermenteurs, d'augmentation de production. Mais au départ, on avait juste seulement 4 produits. Parce que selon votre site, on parle qu'il y a plus de 500 000 litres de bière brassée. Depuis le début, oui. Depuis le début, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup de bière. C'est beaucoup de bière. C'est beaucoup de bière. On fait à peu près environ 120 000 litres de bière, 120 à 130 000 litres de bière par année. C'est tout en augmentation constante aussi, donc on est bien content. Ça, il faut quand même le dire, je pense, M. Gros, que moi, là, des bières comme ça, là, j'appelle pas ça prendre une bière, moi. Moi, j'appelle ça déguster une bière. Oui, je suis d'accord. Je pense que vous allez être d'accord avec ça. Ouais. Et ce n'est pas la bière non plus qu'on va s'asseoir à un comptoir puis qu'on va en prendre 8-10, là. En tout cas, ça arrive, bonne mais chance, oui. si jamais ça arrive, mais disons que moi, je pourrais jamais, là, parce que il y a aussi une question de goût, il y a une question aussi qu'il y a des bières qui sont fortes, il faut le dire aussi. Oui. Fait que moi, je me vois très mal m'asseoir à un comptoir puis prendre 7, 8, 9 bières comme ça, là. C'est effectivement le peu le leitmotiv aussi là, du milieu de la microbrasserie, c'est de déguster un produit et non d'en boire une quantité. On fait beaucoup de produits différents pour justement varier les goûts accessibles, mais on parle vraiment d'une bière de dégustation et non d'une bière de soif, là. Oui, c'est ça, mais exactement. C'est pas la bière que il fait 30 degrés de chaleur puis qu'on va prendre une bonne bière froide, là. Peut-être une, mais on n'en prendra pas un après-midi. On a différents produits, là. En bouteille, on en a moins. Il y a la Sauvageonne qu'on a sortie l'année passée, qui était vraiment un produit qui était plus spécifique pour ce genre de bière-là, les bières plus de soif. Que l'on peut prendre. Mais en général, je suis d'accord avec vous, c'est des bières qu'on prend plus une ou deux là, pour une soirée. Puis, Parce qu'une chose, moi, que j'aime aussi beaucoup dans ça, c'est que ce sont des bières que l'on peut, je dis tout le temps, déguster, mais qu'on peut prendre avec un fromage fin, entre autres, qu'on peut mixer différentes choses avec ça, comme on le fait avec le vin. Oui, il y a beaucoup de mariages possibles avec la bière. Il
Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font seulement ça. Entre autres, je pense tout de suite à Mario Daire qui a écrit des livres sur les épousailles entre fromage et bière, saucisse et bière, chocolat et bière, à la limite, ça fonctionne très bien. Saucisse et bière, oui. C'est ça, là, vous le dites, c'est vraiment... mais ça, il faut être conseillé pour ça, par exemple. Parce qu'on ne peut pas arriver à prendre une bière et après, tiens, je vais prendre celle-là avec une saucisse ou je vais prendre celle-là avec un brie ou un camembert. Ça, il faut être dirigé un peu. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour faire ce genre de mariage-là. De plus en plus, les informations sur les étiquettes aident aussi le consommateur à aller chercher un mets à accompagner avec le produit. C'est ça, oui. Dans le cas des bières du trèfle noir, il y a une description sur la bouteille. Il y a pas on ne fait pas de mariage direct. On ne dirait pas prenez cette bière avec un mets épicé. Suggéré? Nous, on le fait pas. Non. On le fait pas pour plein de raisons. Bon, oui, je sais qu'il y a des brasseries qui ont commencé à le faire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que c'était plus une question de je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous dire, regardez, prenez cette bière-là avec ce style de produit-là parce que je voulais pas que le client soit déçu. C'est ça. Puis aussi, ce qui est très important aussi, c'est que on peut arriver, puis moi, je peux prendre une bière là, avec un morceau de fromage, puis je vais trouver ça excellent. Puis mon voisin va dire, non, moi, c'est pas dans mes goûts. Ouais. C'est un peu comme le vin. C'est la même chose aussi. Là. Le vin, on peut le prendre avec un fromage, avec un fin fromage, mais vous ne l'aimerez pas, puis moi, je vais l'aimer. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est quand même difficile de dire à un client, marier telle bière produit, avec telle... avec une saucisse, bière et saucisse, hein, c'est rendu que ça se fait fonctionne maintenant. Très bien. Ça fonctionne très bien, très bien. Fait que, si vous me permettez, M. Gros, on va regarder, on va juste prendre les verres, on va les montrer rapidement, mais qu'ils sont vraiment beaux. Hein? Merci. Vraiment, vraiment. On va en montrer un ici. Voilà. OK. Ça, c'est vraiment des verres à l'effigie de votre brasserie, c'est ça? Oui, c'est des verres avec les 4 produits. On en fait un verre par produit qu'on avait à la base. Une coupe. Ça ici aussi, je trouve ça très beau. C'est une coupe. On a un petit peu de misère à les montrer, c'est sûr, là, parce que c'est avec l'éclairage et tout. Ça, le client qui veut en avoir, parce qu'ils sont tellement beaux, moi j'en suis un qui en ramasse beaucoup. Hein. Je suis maniaque de ça. Là. Mais une personne qui n'en veut, est-ce que vous pouvez les vendre? On les a reçus la semaine passée. Ils ne sont pas encore en vente nulle part. C'est un peu l'exclusivité que vous avez aujourd'hui. Exclusivité. Merci de nous choisir en exclusivité. Ça fait plaisir. Ils vont être en vente au courant de cette semaine. Donc, prochainement, un peu partout là, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et au Québec aussi, on va commencer à les vendre. Fait que ça veut dire qu'on pourrait en avoir dans les tablettes à vendre très bientôt. Oui. Okay. Une question... À brûle pour point, doit être de même. Comment on fabrique une bière? Là, je sais qu'on pourrait en parler beaucoup, mais si on faisait un résumé, là, comment on va en prendre une ici. Tiens, on va ici, la chronique. Oui, c'est une bière rousse type, on va la prendre ici. Irish Ale ou bière irlandaise, dans le fond, une bière rousse irlandaise. Okay. Une bière, dans le fond, c'est comme n'importe quel alcool, c'est un liquide sucré qui a été fermenté. Okay. Dans le cas de la bière, c'est fait le sucre ou dans le fond le mou qu'on appelle, qui est le liquide sucré qui va devenir la bière, est fait à partir d'orge. Okay. C'est donc on dit souvent que la bière c'est un jus de houblon, c'est faux, c'est vraiment un jus d'orge, c'est pas vraiment un jus de houblon. Le houblon vient juste aromatiser puis aseptiser le produit. Dans le fond, c'est plus pour ça qu'on met du houblon. La couleur va être donnée par différentes combinaisons d'orge qu'on va prendre. De l'orge qui a été torréfié pour sortir des goûts et des couleurs différents. Dans une bière rousse, dans le fond, on a plus de grains torréfiés. Donc, on va aller chercher une couleur plus rougeâtre. On va chercher certains goûts aussi, comme les bières noires, c'est des bières des grains qui sont vraiment brûlés. On va chercher des goûts de café, des goûts de chocolat. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment 95% des produits, 90% des produits sont faits avec de l'orge. Le reste, c'est souvent du blé, un peu de maïs, différents grains dans le fond. Quand on commence à produire une bière, okay, peu importe la sorte, une blonde, une brune, une rousse, peu importe,
avant de la mettre sur le marché, combien ça peut prendre de temps, là? Vous commencez, disons, ce matin, combien de temps ça peut prendre avant de la mettre sur le marché? Ça varie beaucoup selon le produit. Je dirais, généralement, pour une bière, si je parle pas de la création de la recette, mais vraiment pour brasser un produit, on peut parler entre 8 et 12 jours, normalement, avant que la bière soit en bouteille. J'aurais pensé ça plus long que ça. Non, il y a à peu près, on alloue à peu près 4 jours de fermentation. Puis après ça, il y a différents processus, là, la filtration, la carbonatation, mais au final, on a environ, là, avec la maturation, à peu près 8 à 12 jours pour la plupart des produits. Certains produits vont prendre plus de temps, surtout les produits avec plus d'alcool. Il faut laisser plus de temps à la levure de justement manger les sucres puis de finir sa fermentation. Ça, on peut parler justement de 12 à 15 jours. Puis il y a certains produits là, qu'on met plus de houblon en finition qui va peut-être prendre justement de 15 à 20 jours. Là, mais maximum 20-21 jours, là, c'est en bouteille. Une question comme ça. Cléopâtre avait son goûteur. Est-ce que vous avez un goûteur chez vous? Fenouard a son goûteur aussi. Malheureusement pour ma santé, parce qu'on en boit beaucoup, mais c'est moi le goûteur. Malheureusement, parce que c'est quand même une façon de tester ces produits. C'est moi qui crée les recettes. C'est moi, je brasse plus autant que je brassais avant, mais c'est encore moi qui crée les recettes et c'est encore moi qui donne le OK sur une recette si on peut la sortir ou pas. C'est tout moi qui fais le contrôle de qualité au niveau du laboratoire, mais c'est aussi moi qui fais l'approbation finale avant qu'un produit sorte de la brasserie. Avant que Alexandre dise « OK, on la met en produit », il ne décidera pas ça du jour au lendemain, ou bien non. Je veux dire par là, est-ce qu'il va y goûter plusieurs fois, puis il va dire il manque peut-être de. Je sais pas là. Souvent, quand je suis moins ça pour une recette, je vais commencer dans le processus, dans le fond, de goûter à la fabrication, les différentes étapes de fabrication, jusqu'au produit final, soit en baril, soit en bouteille. Okay. Dans le fond, on goûte souvent pour savoir déceler peu importe un défaut, peu importe le défaut, que ce soit un défaut de fabrication ou un défaut pour les contaminants. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. On fait des tests pour être sûr que le client n'ait pas une bouteille contaminée chez lui. Oui, mais on teste le produit tout au long du processus. Ça peut prendre... on peut souvent, ce qui arrive, c'est que si le produit ne fait pas l'affaire, soit qu'on le jette, tout simplement. Est-ce que ça arrive? Ça arrive, les pertes arrivent, ça fait partie comme on dit, ça fait partie de la game. Oui. On est obligé peut-être par année d'en acheter une dizaine de batchs. Quand on dit d'en acheter une dizaine de batchs, c'est parce que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez arriver. Est-ce que c'est ça? Souvent, c'est un problème soit au niveau de la contamination. On a un problème, justement, de contamination de levure, contamination croisée de levure. On n'a pas les goûts désirés dans la levure ou de la bière. La bière ne sort pas nécessairement à mon goût, à moi. C'est 80% du temps, c'est ça. Le 20% du temps qui reste, c'est soit des problèmes de fermentation, des fermentations non complètes, mais c'est souvent au niveau de la levure. Fait que ça, là, ça veut dire que Foublonne, Chronique, Uppercut, etc., si on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est la faute à Alexandre. C'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Mais comme je disais tantôt, c'est moi, probablement, qui est le plus critique sur mes produits aussi. Oui, fait que je suis assez strict. Quand un produit qui me plaît pas ou qui me plaît moins, on travaille dessus jusqu'à ce que la recette soit au point. On a fait passer la gamme des 4 produits qu'on a sortis à l'ouverture de la brasserie. On les a toutes passés. On vient de finir avec la Foublonne au courant de l'hiver passé. On a modifié toutes les recettes pour que les recettes soient à chaque brassin soit constante puis qu'ils soient à mon goût, à moi. Là, on est rendu dans le développement de recettes. Puis comme je parlais tantôt, là, on est en train de regarder pour grossir au courant du mois de mai. On devrait recevoir notre nouveau système de brassage. Donc, on va grossir encore la capacité de brassage pour être capable justement d'apporter des produits encore plus stables et encore de meilleure qualité. Bravo, parce que c'est quand même une industrie de chez nous. Puis c'est une industrie qui est développée chez nous. Puis vous encouragez le local. Puis bravo. Puis ça donne aussi du travail à des personnes, oui. Ce qui est excessivement important aussi. Alors, que vous soyez établi chez nous, dans notre région, bravo, et je vous en félicite, monsieur. Merci beaucoup. Là, il y a une chose. Comment on en vient à établir un pourcentage d'alcool
dans une bière? Parce que j'en ai ici, là, qui ont, bon, j'en ai une ici, là, la Chronique, justement, qui a 4,8 %. Puis, on s'en vient ici à une autre qui a 8,7 %, la Auburn Evil. Oui. Bon, Scotch de 8,7 %. Comment on en vient à établir un pourcentage d'alcool? Quand on part avec une recette de bière, on sait qu'on a un style. Moi, je compare souvent ça avec un gâteau. Faire un gâteau au chocolat, on sait le résultat final qu'on veut. Après ça, c'est de jouer avec les différents paramètres pour arriver à personnaliser le gâteau. Dans le cas de la bière, c'est la même chose. On sait que pour certains styles de bière, on va aller chercher un pourcentage plus élevé d'alcool. Plus on va chercher de sucre, donc plus on met de grains à l'entrée du produit, plus on va chercher un taux de sucre élevé, plus on va chercher un pourcentage d'alcool élevé. Dans le fond, c'est plus qu'il y a de sucre disponible à la levure pour fermenter, plus on va rechercher un pourcentage élevé. À partir de là, il y a un calcul entre la densité du liquide, puis au début de fermentation et la fin de fermentation qui nous donne un pourcentage d'alcool. Puis après ça, il y a le laboratoire aussi qui embarque là-dedans pour s'assurer que les produits sortent comme il faut. Est-ce qu'il y a des normes, en ce sens que une de vos bières ne doit pas être moins que X % et ne doit pas être plus que X % aussi? Oui, ça c'est au niveau de l'étiquetage, dans le fond. On a des pourcentages à respecter pour écrire bière forte, bière extra forte ou bière légère. Okay. Puis sur l'étiquetage, si on écrit qu'une bière a 8,7 % d'alcool, elle doit avoir 0,5 en haut et 0,5 en bas. Ah, okay. On a un jeu d'à peu près 1 % d'alcool. 1 %, soit en plus ou en moins. Oui. Ah. Nous, on s'est fixé 0,2 en haut, 0,2 en bas, pour être sûr. Pour respecter la norme, pour être sûr d'être dans les normes. Okay. Fait qu'on essaie de sortir tous nos produits qui sortent de la brasserie sont plus ou moins 0,5 total. Est-ce que c'est vrai qu'une bière, plus elle est forte en alcool, plus elle est forte dans le sens qu'on peut se mettre chaud? Excusez l'expression, mais pour bien se comprendre, là, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Plus le pourcentage d'alcool est élevé dans la bière. Dans le fond, c'est un pourcentage d'alcool par volume. Donc, plus que le produit est élevé en alcool, plus il est euphorisant. Ou comme on va employer le mot plus. On peut devenir chaud vite. Hein? C'est disons, là, pour bien se faire comprendre. C'est ça. Monsieur Groulx, il y a toutes sortes de noms là-dedans. Hein? Ouais. Halloween, phylactère, je ne sais pas si je dis ça comme vous, le vin d'orge, Auburn Evil, Sauvageonne, Foublonne, etc. Moi, là, je regarde ça, puis je trouve les noms accrochants. Qui donne le nom à ça? C'est pas moi. Vous? Non, c'est pas moi. OK. Je peux pas tout faire. Au départ, quand on a parti le pub, je voulais pas donner le nom. Ah, puis c'est ma conjointe qui est aussi ma copropriétaire dans l'entreprise qui disait non, ça prend un nom, Alex, il faut avoir une marque, une façon d'accrocher les clients. Puis je dis OK, si tu veux avoir des noms, ben trouve-en. C'est ça, oui. C'est un peu ça. Moi, je vais me débrouiller pour faire la bière, puis après ça, le restant, ça sera ton problème. Puis finalement, avec les années, ben elle en a trouvé. Puis après ça, il y a les serveurs au bar aussi. Parce que quand on sort une bière, on la sort tout le temps au bar en premier. Okay. Quand on fait nos tests, puis on voit la réaction du public aussi. Puis si ça passe bien, puis là, on apprécie le produit, puis les clients apprécient le produit, mais après ça, c'est une bonne chance qu'ils se ramassent en bouteille un jour. Et donc, c'est ma conjointe et les serveurs qui testent les produits. Et qui trouvent les noms, excusez. Qui trouvent les noms. Ces bières-là, est-ce qu'on les trouve actuellement sur le marché? Pas toute la gamme en même temps. Comme je disais tantôt, c'est un problème de production. On n'est pas capable de produire assez pour fournir. Okay. Les 4 produits qu'il y a au bout là-bas, on les a tout le temps. OK. La gamme ici, c'est une gamme saisonnière. Il manque la Halloween que je n'ai pas avec moi, avec différents produits. Après ça, ici, on a les gammes qu'on appelle limitées ou des gammes vieillies. On fait vieillir ces bières-là en fût de bourbon. On va chercher des notes de vanille et de bois un peu plus. Puis après ça, au bout de la table, c'est des produits qu'on a... c'est des commandes qu'on a. Souvent, c'est des clients qui viennent nous voir pour nous dire « Est-ce que tu me brasserais une bière? » Comme là, on a la Mafia Gibbs qui est faite pour le dépanneur Gibbs à Évin. Celle-là, c'est pour un regroupement de dépanneurs, la Tribunelle, qui est un regroupement de dépanneurs à Montréal. Mais on est approché par différentes compagnies pour faire ces produits-là. Avec le nouveau système, on tend d'en faire de moins en moins des commandes comme ça parce que ça devient difficile à gérer au niveau de la quantité. Mais c'est un service qu'on offrait. Quand on parle d'une bière saisonnière, vous voulez dire quoi exactement par une bière saisonnière? C'est une bière qui...
c'est des bières qui vont varier selon la saison pour s'adapter parce que on sait très bien qu'à 30 degrés, on n'ira pas prendre une Longbourn Evil à 8,7 d'alcool. On va aller avec une bière plus légère, plus fruitée, plus goûteuse, moins goûteuse, je veux dire. Puis, vice-versa, l'hiver, on va chercher des bières qui sont plus lourdes, plus goûteuses. Fait que ça, ce sont des bières que l'on appelle des bières saisonnières. Oui. Vous les faites... Est-ce que ces bières-là changent souvent? Normalement, on fait pour chaque saison, dans le fond. Fait qu'à peu près 3-4 mois, là, puis on change de produit. On se laisse certains temps morts dans l'année, comme au mois de décembre, puis au mois de juin. Là, on tombe dans des périodes où on sort des produits justement plus vieillis en fût de bourbon. Fait qu'on va chercher d'autres sortes de produits. Mais en tout temps, on a environ entre 5 et 6 produits là, en tout temps sur le marché. Il y a aussi, là, on parle de bière en bouteille, mais il y a en fût aussi. Oui. En fût, il y a à bout de souffle, aigle noir, fleur noire, grippe à bière, l'été des Indiens passe partout. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a environ 35 produits là, en rotation qui sont au pub, qui sont offerts au pub, mais aussi qui sont offerts sur le marché des bars, surtout à Montréal, Québec. On vend beaucoup de fûts sur le marché extérieur. On a à peu près une nouvelle bière par mois et demi qu'on sort au pub. Puis il y a des bières qui reviennent et des bières qui ne reviendront jamais. Là-dedans, dans ce que vous avez nommé, ils sont toutes encore en activité. En action, oui. En action, oui, ils sont encore toujours, ils reviennent toujours. Mais il y a des produits, là, comme la phylactère, c'est un produit qu'on avait il y a 2 ans en bouteille. Elle a été remplacée l'année passée par la Sauvageonne, mais on a un projet cette année pour la refaire revenir sous une autre forme. Bière en fût, combien de temps en baril? Qu'on peut la garder? Oui. Un baril pas ouvert, ça peut être quasiment 6 mois là, sans problème. Une fois que le baril est ouvert, on donne à peu près 1 mois et demi là, pour être sûr. Mais il n'y a pas de problème pour garder ça assez longtemps. Est-ce qu'une bière en fût est plus forte qu'une bière en bouteille? Ça, c'est faux. C'est une croyance. C'est une croyance. Les gens disaient que les bières en fût étaient souvent diluées avec de l'eau. C'est faux. C'est impossible. Pour plein de facteurs, entre autres la bière, c'est un produit qui est carbonaté, qui a un CO2 dedans. Si on mettait de l'eau, ça ferait juste de la mousse. Donc, la bière en fût, la bière en bouteille, c'est exactement la même chose. Ce qui arrive au niveau de la différence, c'est souvent des différences au niveau de l'oxydation du produit. C'est une différence de goût, mais c'est pas... les gens qui disent que la bière en fût, ça goûte le métal, c'est faux. Toutes les barils, c'est des barils de stainless, donc il n'y a pas de goût perceptible. Est-ce que vos produits sortent, moi j'aime ça dire, sortent du parc La Vérandrie? Oui. Bravo. Merci. Oui. On a environ 250 points de vente là, un peu partout au Québec. En Gatineau, puis on s'en va jusqu'en Gaspésie, Côte-Nord. Puis dans les prochaines années, on va essayer d'exporter un peu vers l'Ouest canadien. Parce que très souvent, on est envahi par les gens, je n'ai rien contre les gens de Montréal, mais on est envahi par eux autres qui aiment ça venir montrer leurs produits. Alors, vice-versa, bravo si vous allez dans cette... on a un bon réseau de distribution. Là, on fait affaire avec un réseau de distribution montréalais, puis ça fonctionne super bien là, pour la distribution du produit, justement, entre Gatineau puis Gaspé, si on veut. Bien, bravo, M. Groulx. Félicitations à vous, à votre conjointe et à tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans cette microbrasserie. Bravo, c'est de la création d'emplois. Puis quand on dit que c'est toujours, la modération a toujours meilleur goût, ça c'est certain. C'est effectivement ça. Puis moi, je vous conseille d'essayer. Essayez-les. Moi, j'en ai pas essayé de ceux-là encore du tout, mais je prends de la bière, une microbrasserie. Des unes, je les aime, d'autres moins, mais je conseille aux gens de les essayer. On en a pour tous les goûts. On a une palette, on a là, présentement 12 produits sur la table. 11 produits, c'est pour tous les goûts. C'est pour tous les goûts. Monsieur Groulx, merci infiniment, puis bravo et bon succès à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.